Salut les forgerons. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de la récursivité. Nous allons l'étudier, la comprendre et l'implémenter en programmation. L'objectif de cette vidéo est de répondre à plusieurs questions simples. Qu'est-ce que la récursivité? Comment l'utiliser? Comment l'implémenter? Et enfin, la comparer à d'autres techniques comme les boucles. Alors, sans plus attendre, commençons tout de suite. On peut dire de manière simple que la récursivité est une technique de programmation dans laquelle une fonction s'appelle elle-même pour résoudre un problème. Donc, comme vous le savez, dans un programme classique, on définit des fonctions, puis on les appelle depuis d'autres parties du code. Ça, c'est l'utilisation normale d'une fonction. Mais dans le cas de la récursivité, une fonction peut s'appeler elle-même. Et c'est une condition pour dire que cette fonction est une fonction récursive. On trouve cet appel récursif à l'intérieur de sa propre définition. Pour mieux comprendre cette idée, utilisons une analogie très connue. C'est la poupée russe. Une poupée russe contient à l'intérieur une autre poupée plus petite, qui contient elle-même une autre poupée encore plus petite, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la plus petite poupée, celle qui ne contient plus rien. Cette plus petite poupée représente ce qu'on appelle le cas de base. La récursivité fonctionne exactement de la même manière. Il permet de résoudre un problème en le décomposant en problèmes plus petits, jusqu'à atteindre un problème simple, directement solvable, ou bien facile à résoudre. C'est le cas de base. Une fois ce cas de base atteint, la solution commence à se construire en remontant. Chaque appel récursif utilise le résultat du précédent jusqu'à l'obtention de la solution globale du problème initial. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir des exemples concrets pour bien comprendre comment fonctionne cette descente vers le cas de base, puis cette remontée qui permet d'obtenir le résultat final. Commençons tout de suite par un exemple simple. Nous avons devant nous la fonction compter, dont le rôle est d'afficher une suite de nombres en partant de n jusqu'à 1, en décrémentant la valeur de n à chaque appel. Comme vous pouvez le voir, voici la définition de la fonction. Dès la première instruction, vous remarquez la présence d'une condition. Si n est égal à 0, on retourne immédiatement, c'est-à-dire on arrête l'exécution de cette fonction. Cette condition représente ce qu'on appelle le cas de base. C'est le point d'arrêt de la récursion. Et on va parler sur cette condition, ce cas de base, après, lorsqu'on va aborder les erreurs à éviter. Pour le moment, ça constitue le cas de base. Autrement dit, lorsque n atteint 0, les appels récursifs vont cesser et c'est à ce moment-là que l'on commence la phase de la remontée. Ensuite, on trouve le traitement principal de la fonction, c'est-à-dire la logique que l'on souhaite appliquer à chaque appel. Dans notre cas, il s'agit simplement d'afficher la valeur de n. Sinon, vous pouvez mettre votre logique. Enfin, et pas nécessairement à la fin de la fonction, mais on doit trouver l'élément essentiel de toute fonction récursive. C'est l'appel récursif. La fonction appelle elle-même, mais faisez bien attention, avec une valeur plus petite. Comme vous le voyez ici, n-1. Pourquoi avec une valeur plus petite? Pour garantir que la fonction va converger à un moment donné, ou bien elle converge vers le cas de base. C'est-à-dire que n va à un moment donné égale 0. Si cette condition n'est pas respectée, on obtient une récursion infinie, c'est-à-dire que la fonction continue à s'appeler elle-même sans jamais arrêter, théoriquement sans jamais arrêter. Mais en pratique, cela ne peut pas durer indéfiniment. Pour résumer, la structure générale d'une fonction récursive repose sur ces trois éléments. D'abord, un cas de base qui permet d'arrêter la récursion, un traitement qui définit la logique, et un appel récursif qui réduit le problème et converge vers le cas de base. Sans ces trois éléments, la récursion est incorrecte ou bien dangereuse pour votre système. Traitons maintenant la factorielle. Alors, comme vous voyez, voilà la définition mathématique de la factorielle. N factorielle égale à n fois, entre parenthèses, n moins 1
factorielle. Et comme vous voyez ici, c'est une définition mathématique récursive. Et c'est un avantage de la récursivité, c'est-à-dire qu'il va nous permettre d'implémenter directement cette fonction, cette expression. Contrairement, si on veut le faire avec la méthode itérative, on doit passer par une autre définition itérative. Alors voilà le cas de base, le factoriel de 0 et 1, et aussi le factoriel de 1 égale à 1. Voilà l'implémentation de notre fonction factorielle. If n égale à 1, on retourne 1. C'est le cas de base. À ce moment-là, on commence de remonter. Sinon, retourne n fois factoriel n moins 1. Ça, c'est l'appel récursive. Avant de passer à l'implémentation, voyons comment cette fonction fonctionne en interne, comment s'exécute. Prenons cet exemple. On veut par exemple calculer le factoriel de 3. Alors on teste d'abord. F3 égale à 1. Non, 3 n'égale pas 1, donc on va passer à l'instruction suivante. On retourne 3 fois factoriel 2. Donc ici, on a besoin de calculer le factoriel 2. Alors on descend. On fait appel à la factorielle 2, donc une descente. Le factoriel 2, même chose. F2 égale à 1. Non, on passe. On retourne 2 fois factoriel 1. Et donc, on a besoin de calculer le factoriel 1. Une autre descente. On appelle factoriel 1. À ce moment-là, on remarque que 1 est égal à 1. Donc, on va retourner 1. Il n'y aura pas d'autre appel. C'est le cas de base. Donc, on va commencer maintenant à remonter et à construire nos solutions. On remonte, donc factoriel 1 va retourner 1, et ainsi, maintenant, on peut calculer le factoriel de 2. Maintenant, factoriel 2 égale à 2 fois 1. Et maintenant qu'on a calculé le factoriel de 2, on peut encore remonter pour calculer le factoriel de 3. Factoriel 3, eh bien, 3 fois 2 qui égale 6. C'est exactement comme ça comment il fonctionne la récursivité. D'abord, on descend jusqu'à le cas de base, puis on remonte jusqu'à la solution finale. Un autre exemple, rapidement, pour exprimer, pour voir bien la phase de la descente et la phase de la remontée, factoriel par exemple 3, on appelle factoriel de 4 a besoin de la factorielle 3. Factoriel 3 appelle le factoriel 2. Factoriel 2 appelle la factorielle 1. À ce moment-là, on commence la phase de la remontée. La factorielle 1 renvoie 1, puis factoriel 2 renvoie 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Factoriel 3 renvoie 3 fois 2, 6, c'est-à-dire que chaque fonction utilise le résultat de la fonction ou bien de l'appel précédente. Factoriel 4, finalement, renvoie 4 fois 6, c'est-à-dire 24. J'espère que vous avez bien compris le fonctionnement de la récursivité. Maintenant, passons tout de suite à l'implémentation de ces fonctions, la fonction comptée et la fonction factorielle. Et on va aussi tester les deux cas, c'est-à-dire la récursivité pour la factorielle, la récursivité, la version récursive et la version itérative. Commençons donc par la fonction déjà vue, la fonction comptée, def compter n, qui va compter un nombre, qui va compter de n jusqu'à 1. Le cas de base, ça sera f n égale à 0, retourne. Donc on va s'arrêter. C'est la condition de base. Lorsque n atteint la valeur 0, la fonction va s'arrêter. Et ici, on va définir, notre logique, la logique de la fonction, bien notre traitement. Dans notre cas, on va simplement afficher la valeur de n et l'appel récursive n, mais attention ici, moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que par définition, on a dit que la récursion décompose le problème, on dit ce problème, et aussi ici, pour simplement garantir que la fonction va converger vers n égale à 0, c'est-à-dire qu'il va converger vers le cas de base, et ainsi il va s'arrêter. Et on va voir dans le cas contraire. On va tester maintenant, pour par exemple le 5, on teste de suite, et voilà, 5, 4, 3, 2, 1, et comme vous voyez, la fonction s'est arrêtée. Pourquoi? À cause du cas de base, à cause de cette condition qui garantit que la fonction va s'arrêter à un moment donné. Maintenant, testons si
nous avons par exemple oublié le cas de base. Que se passe-t-il pendant l'exécution? On va tester. Je vais supprimer et je teste. Et voilà, comme vous voyez, j'ai une erreur. C'est une erreur de dépassement de pile d'exécution. La récursion ou bien la fonction a été exécutée, a été fait à peu près 996 appels. À ce moment-là, le système a arrêté notre programme. On a dépassé la limite permise. Pourquoi? Parce qu'à chaque appel, la fonction crée un nouvel espace ou bien elle réserve un nouvel espace dans la mémoire, ce qu'on appelle pile d'exécution, pour ces variables et son traitement. Mais on a une pile d'exécution ou bien un espace limité. Alors on doit arrêter à un moment donné, sinon le système va provoquer cette erreur. Comme vous voyez ici, il a commencé par 5, 4, 3, 2, 1, 0. Puisqu'il n'y a pas de cas de base, il a continué à s'appeler il-même, théoriquement jusqu'à l'infini. Mais comme on a dit, notre mémoire est limitée et du coup, notre pile d'exécution a une limite. Lorsqu'on atteint cette limite, le compilateur va nous arrêter. J'espère que vous avez bien compris cela. Maintenant, je vais redéfinir le cas de base. N égale à 0, on a dit qu'il doit s'arrêter. Je reteste et voilà. Ça, c'est la première erreur à éviter, de ne pas oublier le cas de base. Deuxième erreur à éviter et à faire attention, c'est de garantir que la fonction converge vers le cas de base. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il doit être appelé sur n inférieur ou sur des valeurs inférieures. D'autres exemples. Supposons par exemple que j'ai oublié de diminuer n ou bien de soustraire le moins 1. Que se passe-t-il? J'exécute et regardez, le même problème. Puisque n ne change pas, il est toujours égal à 5. Jusqu'à quand? Jusqu'à atteindre la limite. Il y a exactement le même nombre d'appels, 996. Alors j'espère que vous avez bien compris cela. Donc je vais redéfinir ma fonction correctement et je reteste, bien sûr, ça fonctionne correctement, comme vous voyez. Maintenant, je passe directement à la deuxième fonction, la factorielle. Diff fact n. Le cas de base, si vous vous souvenez bien, c'était fn égale à 1. On doit retourner 1. Et sinon, on retourne n fois fact n moins 1. Comme j'ai déjà dit, que la récursivité permet d'implémenter directement la définition mathématique. C'est un avantage pour les problèmes récursifs mathématiques. Maintenant, je teste. Print fact pour par exemple 3. Et voilà, 6. Pour 5 par exemple, ça sera 120. Donc notre fonction fonctionne très bien. Maintenant, on va faire une comparaison avec la version récursive de la factorielle et avec la version itérative de la factorielle. On va tester le temps d'exécution. On va comparer ces deux versions, ces deux techniques d'implémentation. Alors, ici, je vais définir d'abord la règle ou bien la définition itérative de la factorielle. Par exemple, la factorielle de 4 égale 1 fois 2 fois 3 fois 4. C'est la définition itérative. Je vais l'implémenter tout de suite. Diff factor n. Et je vais déclarer une variable qui est égale à 1 for i n range. Ici, je peux commencer par 1 ou bien par 2. J'aurai le même résultat. 2 jusqu'à quand? Jusqu'à n plus 1. Pourquoi n plus 1? Parce qu'on a déjà vu que range retourne une séquence à partir du début jusqu'à fin moins 1. Mais non, on veut que n soit inclus dans la séquence retournée par cette fonction. Et du coup, on doit ajouter 1. Comme ça, n plus 1 ne sera pas compté, mais n sera pris en compte. Ici, donc, on va multiplier f fois i. C'est-à-dire que à chaque fois, à chaque itération, if va être multiplié par i. Et i s'incrémente. Donc, par exemple, pour la première fois,
f égale à 1, pour la première itération, va être multiplié par 2, deuxième itération par 3, et troisième itération par 4. Et enfin, on doit retourner f. On retourne f. Voilà. On teste. Par exemple, le 5. Même exemple. Et voilà. 120, 120. Je peux ajouter des messages pour clarifier l'affichage, le résultat. Version récursive. Ici. Version itérative. Je peux même ici, je tiens une ligne vide. Retest. Et voilà, la version récursive 120, la version itérative 120. Maintenant, testons ou bien calculons le temps d'exécution de chaque version. Et on va les comparer pour voir quelle version est plus rapide. Pour cela, je vais utiliser le module time. Comme vous le saviez, Python inclut ou bien il contient des bibliothèques et des modules déjà intégrés qui contiennent des fonctions qu'on peut utiliser directement dans notre code. On doit juste les charger et l'utiliser. Import time. Donc, je vais utiliser cette fonction time. D'abord, avant l'appel de la fonction, je vais définir la variable début qui est égale time. Time, tout simplement, va retourner le temps courant actuel en secondes. Et fin, après la fonction. C'est comme ça qu'on va calculer le temps d'exécution d'une fonction. Par exemple, temps d'exécution de la version itérative ou bien récursive, et ça sera bien sûr fin moins début. Bien sûr en secondes. Et ici, je dois mettre F. Bien, testons cela. Ça marche. Donc, le temps d'exécution pour cette fonction, pour cette version, c'était 7, ce nombre fois 10 à la puissance moins 6. C'est une représentation scientifique. La même chose pour la partie, ou bien pour la version itérative, pour gagner du temps. Je fais copier-coller, je modifie. Ici, fact iter. Et ici, la version itérative. Bien, testons cela. Et voilà. Comme vous voyez, avec même si le nombre de factoriels est petit, on voit clairement que la version itérative est plus rapide que la version récursive. Augmentons un peu les nombres. Par exemple, 200. Même chose ici, 200. Alors, pour le factoriel de 200, voilà, ça c'est la factorielle de 200. C'est le même ici. Mais regardez pour le temps d'exécution. Pour la version récursive, c'est 5, ce chiffre, fois 10 à la puissance 5. Et ici, c'est 1, ce chiffre, fois 10 à la puissance moins 5. 10 à la puissance moins 5, 10 à la puissance moins 5. Donc, on peut voir, bien sûr, on peut juste comparer ces deux chiffres, et on peut remarquer facilement que la version itérative dans cet exemple est 5 fois plus rapide que la version récursive. Et ça, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que, comme on a dit, la version récursive demande de réservation de nouvel espace mémoire, des créations de variables et ainsi de suite. Alors que pour la version itérative qui utilise un boucle, elle est constante en termes d'espace mémoire et elle est très rapide. On change seulement une variable, on n'a qu'une instruction qui s'exécute à chaque itération. Comme vous pouvez le constater, la version itérative est généralement plus rapide et plus performante que la version récursive. Pourquoi? Parce que la version cursive, à chaque fois, à chaque appel, comme on a déjà dit, il crée un nouveau contexte d'exécution, une allocation de mémoire sur la pile et toute une série d'opérations en interne qui prennent plus de temps. Ce qui explique pourquoi en pratique la récursion il se vaut moins performante que les boucles et pourquoi il peut rencontrer des limitations de pile comme nous l'avons vu précédemment. Cependant, malgré ces limites, la récursion reste une solution élégante, expressive et parfois indispensable, surtout lorsque le problème a comme nature récursive.
comme on a vu par la fonction factorielle, ou bien la fonction suite de Fibonacci, ou bien une fonction qui calcule la puissance d'un nombre, ou bien si on veut parcourir un tableau ou parcourir un arbre. Ce sont des problèmes de nature récursive. On doit utiliser la récursivité. Et d'ailleurs, j'ai déjà réalisé une playlist dédiée aux algorithmes de tri dans laquelle j'ai implémenté 5 algorithmes différents. Les 3 premiers, le tri par sélection, le tri par insertion et le tri à bulles, sont implémentés de manière itérative en utilisant des boucles. En revanche, les 2 derniers, le tri fusion et le tri rapide, reposent précisément sur site technique, la récursivité. Ils sont donc naturellement récursifs et je les ai implémentés à l'aide de la récursion. Cette playlist peut ainsi être vue comme, d'un côté, comme une présentation des principaux algorithmes de tri et de l'autre côté, comme une application concrète de ce qu'on a vu, une application pratique de la récursivité. Je vous invite donc à consulter cette playlist sur les algorithmes de tri pour approfondir vos notions et voir la cursivité appliquée à des cas réels. Donc, pour résumer, on peut dire que la récursion est une technique puissante, mais qu'elle ne doit ni être utilisée partout, ni être évitée systématiquement. Elle doit être utilisée avec discernement et prudence. Avec la pratique, vous apprendrez à identifier les problèmes qui se prêtent naturellement à la récursivité et ainsi de faire des bons choix. En règle générale, on privilégie les boucles pour les traitements simples et linéaires et on choisit la récursivité lorsque le problème l'impose. Il a comme nature récursive ou qu'elle apporte une réelle clarté. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre et de mieux maîtriser la notion de la récursivité. Mais comme toujours en programmation, la clé reste la pratique. Tester, expérimentez par vous-même, comparez les approches et surtout forgez votre compréhension de ces concepts fondamentaux. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.